Est-ce que vous connaissez ce drapeau ? C'est celui d'un territoire situé au sud-ouest de la Serbie, le Kosovo. Alors même si les Kosovars ont un hymne, une culture propre et déjà remporté une médaille d'or olympique, il n'existe pas officiellement à l'ONU puisque seulement 98 pays sur 193 l'ont reconnu comme un État indépendant. Alors, on va pas reparler du Kosovo, vu qu'on l'a déjà abordé dans une autre vidéo, que je vous invite à aller voir, comme deux autres d'ailleurs, qui traitent aussi du Sahara occidental ou de la Transnistrie. Mais il existe encore de nombreux mouvements indépendantistes à travers le monde, donc bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui, on va découvrir 5 nouveaux pays qui vont peut-être exister un jour. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut pour aller visiter le monde entier ? Un passeport, un sac à dos, pas mal d'argent, mais surtout, parler anglais. C'est plus facile de se faire comprendre quand on voyage à l'étranger, quand on parle une langue comprise par 1,5 milliard de personnes. Et ça tombe bien, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Rosetta Stone. Étant passionné de linguistique et partant bientôt aux États-Unis, je voulais remettre un peu mon anglais à jour et Rosetta Stone est l'application parfaite pour moi. Unlike other language learning sites, excusez-moi, contrairement à d'autres applications, les méthodes d'apprentissage se basent plus sur l'immersion, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par de la traduction. Avec Rosetta Stone, on apprend directement dans la langue qu'on souhaite apprendre et grâce à ça, on retient beaucoup mieux. L'application s'appuie aussi beaucoup sur la reconnaissance vocale, histoire de ne pas garder un accent bien français, ainsi que sur un vrai programme régulier que je trouve très bien fait, permettant de maîtriser les bases d'une langue en quelques semaines. Sie können jetzt von einem Rabatt von 50% profitieren. Désolé, j'ai aussi fait un peu d'allemand sur l'application. Vous pouvez donc profiter dès à présent d'une réduction de 50% sur tous les abonnements de Rosetta Stone, dont l'abonnement à vie qui porte bien son nom, avec un accès à vie aux 25 langues disponibles sur le site. 50% de réduction pour enfin se mettre à l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou le vietnamien, c'est l'idéal pour vos prochaines vacances. Et petit bonus pour finir, Rosetta Stone vous fait gagner un accès gratuit à vie aux langues de l'application. Le concours se passe sur mon serveur Discord, n'hésitez pas à aller jouer, le lien est dans la description. Merci beaucoup à Rosetta Stone de leur soutien, et nous, on part faire un petit tour du monde, des pays qui vont peut-être bientôt exister. On va faire un état par continent et on va commencer en Europe avec l'Abkhazie. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, ça doit leur rappeler quelque chose vu qu'on en avait déjà parlé lors du World Tour sur la Géorgie. L'Abkhazie est une région indépendantiste située au nord-ouest de la Géorgie, peuplée par 240 000 Abkhazes sur un territoire de la superficie de la Corse. Alors, comme dans de nombreuses régions indépendantistes d'anciens pays soviétiques, et même si on en parle peu en France, la situation y est toujours explosive aujourd'hui, entre guerre et conflits ethniques. L'Abkhazie a déclaré son indépendance en 1992, ce qui causera une première guerre d'Abkhazie qui déplacera des centaines de milliers de civils, et lors de laquelle la Géorgie contrôle le territoire, puis perd face aux Abkhazes soutenus par des mercenaires russes. Et c'est là que ça devient intéressant. Depuis 1993, des forces de maintien de la paix russes, donc l'armée russe sont présents en Abkhazie et le territoire est totalement financé par Moscou, ce qui leur permet de maintenir leur indépendance depuis 31 ans maintenant. Territoire stratégique sur les bords de la mer Noire pour Moscou et véritable caillou dans la chaussure des Géorgiens qui veulent rejoindre les instances européennes, l'Abkhazie est reconnue à l'international par 5 pays, le Nicaragua, le Venezuela, la Syrie, Nauru et la Russie évidemment. C'est clairement pas la liste des pays les plus démocratiques, dira-t-on. Cependant, pour les Géorgiens et pour le reste de la communauté internationale, l'Abkhazie est vue comme un territoire annexé par les Russes, tout comme l'Ossétie du Sud en Géorgie également. Mais c'est plus compliqué que ça, vu que l'Abkhazie n'est pas apparue sur les cartes du jour au lendemain. Principauté autonome depuis le 7e siècle, l'Abkhazie est le berceau de la Géorgie moderne, vu que c'est un roi abkhaze, Bagrat III, qui unifie le pays pour la toute première fois de son histoire vers l'an 1000. La culture abkhaze disparaîtra presque lors de l'URSS, mais finalement, un regain de liberté leur permit de développer une vraie conscience ethnique abkhaze dans ce petit bout de Géorgie. Aujourd'hui, et après une seconde guerre d'Abkhazie en 1998, la région reste contrôlée par les Abkhazes, toujours soutenus par Moscou. Quelques escarmouches ont toujours lieu le long de la frontière, et la Géorgie continue d'exprimer haut et fort que cette région leur appartient. On se dirige encore une fois vers un statu quo qui risque de durer encore pendant de nombreuses années. Direction maintenant l'Afrique, avec un territoire indépendantiste très peu connu, alors qu'il se trouve dans un état majoritairement francophone, l'Ambazonie. Alors, je vous rassure, aucun rapport avec l'Amazonie ici, mais plutôt avec la baie d'Ambas au Cameroun. Puisqu'en fait, l'Ambazonie, c'est la partie ouest du Cameroun, peuplée par 3,5 millions d'habitants, qui sont majoritairement anglophones. Et oui, le Cameroun n'est qu'à 80% francophone, et ça, c'est encore des histoires de colonisation.
De base, le Cameroun appartient aux Allemands, mais après la Première Guerre mondiale, le territoire est séparé en deux entre les Français et les Anglais. Le Cameroun français devient indépendant en 1960 et la partie anglaise est soumise à un référendum en 1961. Soit ils rejoignent le Cameroun, soit ils rejoignent le Nigeria voisin. Ouais, il n'est pas trop question d'indépendance ici. La partie nord a voté en majorité pour rejoindre le Nigeria et y sera intégré, alors que la partie sud vote à 70% pour rejoindre le Cameroun et deviendra un État fédéré camerounais. Cependant, la situation des anglophones au Cameroun se délite rapidement. La fédération est dissoute en 1972, ce qui veut dire moins de liberté pour l'Ambazonie, aussi appelé le Cameroun méridional, et ça passe déjà moyen pour les autorités anglophones, surtout que ceux qui s'en plaignent au gouvernement central francophone finissent en prison. Dans les années 90, les anglophones du Cameroun se regroupent lors de conférences et réclament une chose, le retour de la fédération incessamment sous peu, sinon ils déclareront leur indépendance sous le nom d'Ambazonie. Les autorités du Cameroun méridional se considèrent comme annexées par le Cameroun, font signer des pétitions et organisent même un référendum d'indépendance avec 99% de pour sur plus de 300 000 votants. Et c'est là que la situation dégénère. Les mouvements ambazoniens comme le Southern Cameroon National Council mènent des attaques contre les policiers camerounais qui répliquent avec de nombreuses arrestations et en torturant les opposants selon Amnesty International. Malgré son interdiction en 2001, le SCNC regagne en popularité lors de manifestations anglophones en 2016-2017. Il critique la marginalisation de l'anglais au profit du français et un manque d'équité dans les tribunaux et les écoles, ce qui va mener à d'immenses grèves et émeutes au Cameroun méridional. Certaines d'entre elles sont matées par les autorités camerounaises dans le sang, ce qui n'apaise clairement pas la situation, causant la création d'un nouveau mouvement séparatiste, le Front Uni du Consortium Ambazonie Cameroun Méridional, abrégé en FUCAM, et également la formation de factions armées ambazoniennes pour mener une vraie guérilla face aux francophones camerounais. Aujourd'hui encore, la situation est extrêmement tendue. Les deux parties ont mené des pourparlers qui n'ont rien mené en 2017. Et malgré la création d'une commission pour les anglophones au Cameroun, eh bien les militants pour l'Ambazonie continuent leurs actions, enlevant des professeurs ou brûlant des manuels scolaires, ce qui cause une forte déscolarisation. Alors que les Occidentaux appellent à la résolution de ce conflit et à la fin des violations des droits de l'homme, les derniers pourparlers de 2019, sous médiation suisse, n'ont rien donné. On risque donc d'entendre encore pendant longtemps parler de ce conflit interculturel et linguistique au Cameroun. Poursuivons notre petit voyage autour du monde, en Asie, en parlant de la plus grande région de la vidéo, le Baloutchistan. Le Baloutchistan, c'est le pays rêvé de l'ethnie des Baloutches, vous l'aurez deviné, qui se trouve surtout au Pakistan, dans la province du Baloutchistan, mais également dans le sud de l'Afghanistan et à l'est de l'Iran, dans la région de Sistan et Baloutchistan. Et là, vous vous demandez pourquoi ils veulent être indépendants alors qu'ils possèdent leur propre région dans l'état fédéral pakistanais et donc qu'ils possèdent par exemple leurs propres représentants et assemblées provinciales. Le souci ici, c'est que le Baloutchistan a beau être la plus grande province du pays, faisant presque la taille de l'Allemagne, elle n'est peuplée que par 12 millions d'habitants et c'est surtout la province la plus pauvre et rurale du Pakistan. C'est d'ailleurs la même chose en Iran où le Sistan et Baloutchistan est la province la plus pauvre du pays et également le point de passage de l'opium afghan en Iran. Et c'est ça qui embête les Baloutches. La région est riche en ressources naturelles, avec charbon, fer, cuivre ou gaz, et elle a aussi un intérêt stratégique, avec le port de Gwadar, financé par la Chine pour lui permettre de meilleures exportations. Sauf que ces richesses, les habitants ne les ressentent absolument pas, ce qui crée une véritable haine du pouvoir central, et donc le développement des envies indépendantistes. Mais ces envies-là, elles datent d'il y a bien longtemps, vu que le Baloutchistan a existé lors du Raj britannique et était formé par 4 états princiers. Sentant que les Anglais allaient se barrer, ils ont tenté d'être indépendants, mais en 1947, il n'y a pas le Baloutchistan sur la nouvelle carte du sous-continent indien. Et depuis l'indépendance, un mouvement de guérilla sévit dans la région ainsi que chez ses voisins. Alors c'est clairement un conflit de basse intensité, donc dans certaines périodes, c'est très actif, avec plusieurs guerres baloutches, dont la plus meurtrière entre 1973 et 1977, mais souvent c'est assez calme finalement. Mais bon, il n'y a pas que la guérilla, avec également la création du Parti national baloutche et du Front de libération du Baloutchistan, dont je trouve le drapeau très moche, mais ça reste mon humble avis. Ce mouvement nationaliste marxiste et révolutionnaire se bat contre le pouvoir d'Islamabad, mais ne se compose finalement que d'environ 500 hommes. Le conflit s'est réveillé en 2004 avec l'organisation de plusieurs attaques à l'arme lourde des guérilleros baloutches qui tentent de faire plier le gouvernement central qui lui gère la situation d'une main de maître. Mais le plus gros souci du Baloutchistan, c'est qu'à peine la moitié de la population est baloutche. Le reste, ce sont surtout des Pashtuns, dont on parlera peut-être un jour sur la chaîne, qui ne sont pas contre le mouvement indépendantiste, mais qui n'y participent tout simplement pas. Avec la création de nombreux oléoducs directement liés à la Chine voisine en direction de Gwadar, cette région hautement importante pour le pouvoir central pakistanais ne risque pas de gagner en autonomie, mais les Baloutches ne s'en laissent pas compter en continuant leurs attaques et prises d'otages, comme en mai 2023, tuant 13 soldats pakistanais dans une base de haute sécurité.
Maintenant, on va en Amérique pour parler d'une île à laquelle on ne pense pas vraiment en évoquant l'indépendance, Porto Rico. Parce que depuis des années, cette île des Caraïbes est plutôt évoquée comme potentiel 51e État des États-Unis que comme un pays indépendant. Actuellement, Porto Rico est un territoire organisé non incorporé aux États-Unis. Donc, ils sont libres, ils ont un gouverneur à leur tête, mais sont associés aux États-Unis et donc ne sont pas représentés dans les organisations internationales par exemple. Cependant, à Porto Rico, l'immense majorité de la population parle espagnol et pas anglais. Et c'est totalement normal vu que l'île a été récupérée aux Espagnols lors de la guerre hispano-américaine de 1898 avec Guam, les Philippines ou Cuba. Cependant, et depuis ce temps-là, une partie de la population portoricaine voit les Américains comme des envahisseurs, surtout qu'ils s'installent comme chez eux sur l'île, avec la création de bases militaires par exemple. Ceci aidera à la formation du PIP, Parti indépendantiste portoricain, en 1946, avec encore une fois un drapeau pas très beau, mais dont l'objectif est clair, l'indépendance. Cependant, ils n'ont atteint au maximum que 13,5% des suffrages en 2020 et ne possèdent qu'un représentant au Sénat de Porto Rico. Via la démocratie, ça marche pas? Pas de problème. Les portoricains les plus virulents vont employer la méthode forte. Ils créent l'armée populaire boricua en 1976, aussi appelée Los Macheteros, comme son logo l'indique plutôt bien d'ailleurs. Et eux, ils rigolent pas du tout avec les Américains. On parle de meurtres de policiers, de braquages, dont un dans le Connecticut de 7 millions de dollars, ou encore de l'opération Pitir 2 en 1981, dans laquelle un commando de Macheteros fait exploser 9 avions militaires américains dans une base. C'était d'ailleurs la plus grosse attaque sur le sol américain depuis Pearl Harbor, rien que ça. Mais bon, depuis l'assassinat du leader des Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, en 2005 par les Américains, le groupe s'est restructuré et aujourd'hui, c'est plus devenu des lanceurs d'alerte, publiant régulièrement des documents sensibles sur les États-Unis et arrêtant totalement les attaques violentes. Malgré de nombreuses demandes du Comité spécial de décolonisation des Nations Unies pour laisser aux Portoricains le droit à l'autodétermination, on ne se dirige clairement pas vers l'indépendance de l'île. En 2012, lors du dernier référendum d'autodétermination, les habitants ont voté à 65% pour devenir un État des États-Unis, 33% pour devenir un État libre associé souverain et seulement 5,5% pour l'indépendance. Faut dire que malgré ces paysages de cartes postales, Porto Rico est surnommé la Grèce des Caraïbes, avec une dette record atteignant 100% du PIB, de la corruption, une forte immigration économique, et ils ont même fait banqueroute en 2017. Ouais, comme dans la roue de la fortune, effectivement. Donc rejoindre les États-Unis serait sûrement le meilleur moyen d'éponger cette dette, alors que l'indépendance plongerait encore plus l'île dans l'austérité. Finissons par le dernier continent, l'Océanie, en évoquant une île que vous connaissez tous, j'en suis sûr, l'île de Pâques. Et oui, on parle de cette île paumée au milieu du Pacifique avec ses moaïs absolument exceptionnels. Si vous ne le saviez pas, l'île de Pâques appartient au Chili aujourd'hui, qui se trouve pourtant à 3500 km de là. Ce qui ne plaît pas vraiment à la population locale, le peuple Rapa Nui, qui possède sa propre culture polynésienne, et en même temps, vu les moaïs présents sur l'île, on pouvait s'en douter. Cependant, ceux qui ont fait les moaïs et les Rapa Nui d'aujourd'hui ne sont pas exactement le même peuple. Les anciens habitants de l'île de Pâques, appelés par les Rapa Nui Matamua, ceux d'autrefois, ont été totalement décimés par les colonisateurs, bien sûr. Ici, ce sont les Péruviens qui ont déporté 1500 des 2500 habitants de l'île pour travailler dans l'extraction de guano sur d'autres îles. Si on ajoute à ça les maladies dont la tuberculose, la population Matamua sur l'île passe de 2500 en 1859 à 111 en 1877. Cependant, l'île de Pâques n'est pas abandonnée, avec l'afflux de nombreux Polynésiens, emmenés sur l'île par le français Jean-Baptiste Dutroux-Bornier, surtout venant d'îles de Polynésie française comme Tahiti, Mangareva et surtout Rapa, d'où vient donc le nom Rapa Nui. On estimait à ce moment-là que seulement 3% de la population étaient des Matamua. Bon, l'île à ce moment-là est utilisée par des planteurs français avant de devenir chilienne en 1888. Et bon, le Chili n'a pas été très clément avec les Rapa Nui, c'est le moins qu'on puisse dire, car ils seront parqués dans la seule ville de l'île, Angaroa. Et quand je dis parqués, c'est enfermé par des murs de barbelés sur uniquement 6% de l'île. Le reste est utilisé par une compagnie étrangère pour l'élevage de moutons. Tout ça dure jusqu'en 1966, date à partir de laquelle les Pasquins sont libres et obtiennent la nationalité chilienne. Cependant, cette normalisation des relations avec le continent ne convient pas à tous les Rapa Nui qui aimeraient avoir le droit à l'autodétermination. Ils ont par exemple poussé à l'ONU pour faire partie des territoires non décolonisés et donc mettre un peu la pression sur le Chili. En fait, on est encore dans un cas où une ethnie n'a pas une confiance aveugle en le pouvoir central. Les Rapa Nui reprochent le tourisme intensif qui fragilise l'écosystème unique de l'île. Ils ont par exemple occupé le chantier d'un futur hôtel de luxe avant d'être délogés par les autorités et surtout l'immigration de nombreux Chiliens, ce qui fait qu'aujourd'hui seulement 60% des habitants de l'île sont des Rapa Nui.
Certains Pasquans ont bloqué l'aéroport de l'île ou encore manifesté à Angaroa pour enfin être écoutés par le pouvoir chilien, et ça commence à être le cas, vu qu'ils travaillent main dans la main pour inscrire les Rapa Nui et leur culture dans la constitution chilienne. Est-ce que ça empêchera les indépendantistes de réclamer un référendum d'autodétermination? Rien n'est moins sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur 5 futurs nouveaux pays, en espérant que vous l'avez apprécié. Pour vous, lequel de ces 5 territoires a le plus de chances de devenir autonome? Dites-le moi dans les commentaires. Merci Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'un concours pour obtenir un code à vie pour avoir accès à toutes les langues du site a lieu actuellement sur mon serveur Discord, et ceci pendant 2 semaines après la sortie de cette vidéo. Le lien est dans la description. Merci aux tipeurs de leur soutien, et à la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not really long.